Bonjour à tous. Je vais déjà partager mon écran. Voilà. Et je vais vous parler de gouvernance des données. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yves-Marie Lemaître. Je travaille dans la data depuis longtemps. Et chez Atos depuis 3 ans, dans une équipe qui s'appelle Data Insights, où nous avons pour ambition de travailler sur tout le consulting autour du cycle de vie de la donnée, avec 3 points forts. Un point fort autour de la gouvernance de la donnée, qui est un terme beaucoup utilisé, peut-être qui méritera d'être un peu mieux expliqué. Un axe autour du décisionnel, de la BI, et un axe autour de l'analytics et de l'IA, les éléments interagissant les uns avec les autres. Alors pourquoi aujourd'hui parler de gouvernance de la donnée? Parce que c'est certainement celui dont on parle le moins dans les écoles en termes de travail sur la donnée. Et j'ai souhaité aujourd'hui donner un éclairage plus pratique à cette notion de gouvernance de la donnée pour saisir l'intérêt du travail autour de cette pratique. Alors c'est quoi la gouvernance de la donnée? L'idée de la gouvernance de la donnée, c'est de permettre un pilotage de ces actions de données avec un objectif majeur qui est un objectif de qualité. Le principe de la gouvernance est simple, hein, c'est un principe de design qu'on peut appeler top-down, hein, du haut de la pyramide vers le bas, c'est-à-dire d'abord de déterminer c'est quoi ma stratégie, comment est-ce que je m'aligne par rapport aux besoins du client, qui sont les key people qui vont travailler dessus, d'identifier évidemment son patrimoine de données, d'identifier tous les process et les contrôles qui sont liés à cette donnée, notamment quelles sont les sources et quels sont les usages. Donc de savoir faire des flows, des data flows, et d'identifier le process de management. Et enfin, d'aller identifier les outils qui pourront supporter tout ça. Et une fois qu'on aura identifié les outils, on pourra faire la construction en remontant la pyramide, en mettant en œuvre les process, en qualifiant les données, en permettant aux personnes de gérer cette donnée et en rendant efficace la stratégie de données. Voilà. Un certain nombre d'éléments clés, mais dans les technologies, effectivement, les questions à se poser, c'est pas de se dire j'ai acheté tel outil, comment je peux fonctionner, mais bien comment je stocke, comment je partage, est-ce que je fais du SaaS, je fais du local, comment je suis les modifs, qu'est-ce qui est important pour moi en termes de KPI, en termes de données, etc. Et donc, la question primaire qui se pose, c'est de se dire est-ce que je comprends mes données? Est-ce que dans l'entreprise, les gens savent de quoi est faite la donnée et comment elle est stockée? Et on s'aperçoit assez vite quand on rentre dans les entreprises que tout le monde n'a pas la même définition d'un terme. On regardera un peu le terme client, vous verrez que ça peut être assez hétérogène, qu'on ne maîtrise pas nécessairement son cycle de vie, on regardera ce cas-là aussi, qu'on ne sait pas trop qui en est responsable. On n'entrera pas forcément dans le détail, mais ça peut être assez compliqué. Et puis ensuite, d'un point de vue technique, voilà, qu'est-ce que j'ai comme référentiel, qu'est-ce que j'ai comme échange, qui fait quoi, quel système utilise quoi, voilà, avoir cette représentation dans l'ensemble du système. Alors, quelques erreurs majeures quand on va dans la donnée, ça c'est des cas réels, hein. Ma stratégie data n'est pas contextualisée. J'ai un patron qui a vu quelque part qu'il fallait faire de l'open data ou partager data, ou qui a eu une conférence sur les API et qui d'un seul coup dit ah ouais, faut qu'on fasse de la data. Bah oui, mais pourquoi faire, pour qui, pourquoi, pour quand, c'est assez complexe. Voilà. Et l'approche est plus souvent tactique que stratégique, et c'est pas toujours le bon plan, il faut essayer de voir loin. Des organisations qu'on croit modèle, on désigne un responsable de la donnée, on désigne un responsable des systèmes, et puis on se dit c'est bon, ça va marcher. C'est pas toujours le cas. Les rôles sont pas toujours très très bien incarnés, et puis c'est compliqué des fois d'embarquer la donnée. Un découpage en objets métiers qui est souvent pas clair. Par exemple, l'objet client.
On va revenir dessus, mais sa définition n'est pas toujours évidente. Et que pour gouverner, il faut savoir définir avant. Hein. C'est un peu comme le principe d'agilité. Sans règles, il n'y a pas d'agilité. Sans définition, il n'y a pas de gouvernance. Et gouverner ces données versus son architecture, bah oui, je travaille pas à la petite semaine. Le problème des données, notamment de ce qu'on appelle les data lakes, ça peut être un gros problème, ça peut devenir un marais, comme on dit, un data swamp, si d'aventure il n'y a pas de travail sur la donnée, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'activité. Et puis la donnée, elle se gouverne partout et pas seulement à l'IT, et surtout pas seulement à l'IT d'ailleurs. Voilà, donc avec deux impacts pour le business, une organisation humaine et une organisation système. Alors, c'est quoi un objet métier? Un objet métier, en fait, c'est l'identification d'un produit qui correspond à, à comment dirais-je, à une problématique client. Par exemple, ici, dans le cas du domaine de l'énergie, souscription de vente à domicile, c'est du domaine de marketing-vente. Qu'est-ce que c'est cet objet et qu'est-ce qu'on y inclut? Et plus loin, évidemment, enfin, je ne vais pas vous donner tous les détails, quels sont tous les attributs qui le contiennent. Et ici, on peut avoir dans ces données la liste des gens qui sont impactés, etc. Donc, on travaille à définir son métier noir sur blanc. Quand on s'attaque au client, c'est souvent assez compliqué parce que tout le monde a une vision du client différente. Si vous êtes en pre-sales, enfin si vous êtes chez les gens qui sont au téléphone et qui essaient d'avoir de nouveaux clients, ben, un client c'est avant tout un prospect. Pour d'autres, c'est le consommateur de l'énergie, ou pour d'autres, c'est le propriétaire de l'endroit où l'énergie est consommée. Pour d'autres, ce sont les utilisateurs. Pour d'autres, ce sont les payeurs. Ben voilà, il y a quand même énormément de définitions. Et donc, l'intérêt, c'est que cette notion, elle soit identifiée, qu'on se pose la question, le prospect est-il un client? Quelle est la relation entre le client et le point de vente? Que cette notion soit aussi représentative. Donc, pour client, c'est assez simple. Mais quand on parle de contrat, par exemple, est-ce que ça fait du sens d'avoir l'objet contrat, oui ou non, dans mon système, ou est-ce que le contrat, c'est pas plutôt un sous-élément du client, parce qu'un client sans contrat, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Que ça ait un apport de valeur. Voilà, donc ici, cet apport de valeur, il faut le mettre en œuvre auprès du business, que le client que le business comprenne c'est quoi l'intérêt d'avoir un objet client et de bien le maîtriser, notamment pour faire des indicateurs, pour gérer la qualité de service, et puis avoir une approche complète, tant au niveau d'organisation que l'architecture que de l'applicatif. Alors, si je prends un exemple, voilà, N version d'un client, donc ça c'est dans les services financiers, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. Un client, il peut être potentiel ou réalisé déjà. Voilà. Un potentiel, ça peut être un prospect, donc quelqu'un qu'on a déjà contacté, ou ça peut être ce que cet établissement appelle un suspect, c'est-à-dire un prospect, mais qu'on a identifié, mais qui n'est pas encore contacté. Donc on sait qu'il est peut-être intéressé, mais on n'a pas vérifié. Là, on a vérifié un intérêt. Ensuite, le client, il est vivant ou il est dormant. Il est vivant, il peut être gagné, mais pas encore activé, ou il peut être actif. S'il est dormant, il peut être inactif parce que on l'a pas réactivé. Il peut être résilié, donc là il est en période de sortie, ou il peut être définitivement perdu. Et, on peut matérialiser ça sur une cible. Évidemment, c'est des états de vie du client, et donc c'est un cycle de vie qui accompagne cette existence du client avec des éléments clés de la vie, un petit peu comme c'est un peu comme une personne, hein, comme le cycle de vie d'une personne. Voilà, le bébé passe à l'enfant quand on dit, par exemple, quand il rentre à l'école, l'enfant devient ado quand il rentre au collège, enfin, etc., etc. Et donc des états de vie à chaque fois pour la même personne en fonction d'événements qui existent sur le système et de règles qu'on peut se donner en se disant, voilà, un client inactif, c'est parce que ses engagements sont inactifs, il ne se passe rien, et puis, mais il n'y a pas de date de réalisation, donc il n'est pas encore résilié, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'engagement, est-ce que je vais le rebasculer en client actif
en le réactivant sur certains sujets, ou est-ce que je provoque sa résiliation en disant, puisqu'il n'y a pas d'engagement, alors on va le résilier. Donc, à chaque fois, un lien avec l'avant ou l'après. Et si je mets ça sur comment dirais-je, une matrice de temps, en fait, les états du client sont assez facilement identifiables. On a d'abord le client qu'on vient de gagner, on le fait fonctionner, on le fait vivre. Il a une vie plus ou moins active en termes de nombre d'engagements, hein, puisque ça c'est le nombre d'engagements clients. Et puis finalement, à un moment, son nombre d'engagements baisse jusqu'à un point où il devient nul. Et là, le client devient inactif. Et à un moment, finalement, il finit par partir et il est perdu. Et puis, finalement, ce client perdu, à un moment donné, redevient un prospect et réentre dans le cycle de vie. Voilà. Et tout ça, ça doit être défini de manière complète dans un système en disant, voilà, mon client, ça peut être tout ça. Donc, comment est-ce que je gère cet objet? Qui est responsable de la survie, de l'évaluation de ce cycle de vie? Quels sont les attributs que doit avoir mon objet client à chaque étape pour que je puisse gérer correctement ce client et que je puisse notamment éviter que ce client devienne inactif de manière passive? Voilà, ça peut être un choix du client de devenir inactif, mais ça ne devrait pas être une absence d'activité. Donc, l'idée, de manière générale, c'est de travailler sur une notion de passage à l'échelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les clients sur des use cases. Voilà, alors on prend ce use case client, par exemple, et on va dire, compte tenu de tout ce qu'on sait sur ce client, on va travailler un cas, on va élargir ce cas et le généraliser et passer à l'échelle dans l'ensemble de l'entreprise. Dans le cas d'un client, assez classiquement, on travaille d'abord sur un objet transverse à l'entreprise, c'est-à-dire on va dire, bon, on va mettre en œuvre cette organisation opérationnelle autour du client, on va l'aligner sur les définitions, on va modéliser cet objet pour qu'on sache de quoi il soit fait, et on va mettre en place un glossaire métier, un dictionnaire de données qui va permettre à chacun d'avoir la même définition et la même approche de la notion de client. Et par ailleurs, derrière, on va implanter les éléments d'architecture autour de l'analyse de l'existant, de positionnement de tous les référentiels, et puis la mise en œuvre des bonnes pratiques en fonction de la définition qu'on aura donnée de cet objet. Tout ça, ça se passe de manière agile, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille essentiellement en mode de co-construction avec le client, en mettant en place un atelier. On démarre d'un constat, d'un état initial, souvent assez peu d'états, en toute honnêteté, et on essaie de se mettre une cible, voilà. Et donc, c'est un atelier qui se fait assez classiquement en 3 étapes. On ouvre, c'est-à-dire à partir de la condition initiale, on cherche tous les possibles, on explore, on regroupe, on agit, etc. Et ensuite, on converge, c'est-à-dire qu'on ramène tout ça vers une définition commune pour que ça fonctionne bien. Et donc, classiquement, le travail qu'on peut faire, c'est un atelier de co-construction d'une demi-journée avec tous les représentants métiers, typique de la phase d'idéation dans un process de design thinking, d'agile. Une représentation graphique visuelle de l'objet cible, un petit peu comme le design qu'on peut faire d'une application, mais là, en l'occurrence, c'est pour mon objet, pour bien le comprendre, et une feuille de route, des étapes clés pour la mise en œuvre, pour atteindre la vision cible et toute cette ambition qu'on souhaite partager.